Salut à tous, un nouveau débriefing F1 sur Motors TV avec le Grand Prix du Brésil qui s'est déroulé hier avec une sorte de tradition depuis 3 saisons, Jean-Luc, Grand Prix du Brésil qui décerne le champion du monde. Bah oui, finalement, bonjour à tous. Effectivement, ça n'était pas le dernier Grand Prix dans le calendrier, mais pour autant, c'est là que ça s'est décidé. Alors d'une manière un petit peu moins dramatique, on va rentrer dans le détail, que l'an dernier, mais enfin, il y a eu du suspense, ça a été un Grand Prix très très bien rempli. Alors, si on regarde la première question de nos internautes, et encore une fois, merci de poser vos questions sur le forum de Motors TV, rubrique Monoplace, et bien évidemment sur le groupe YouTube Les Vidéos. Si on revient à la première question, c'est Florian65 qui la pose. Est-ce que Jenson Button mérite son titre de champion du monde ? À l'évidence, oui. Déjà, moi, j'ai pas pour parti pris, je dirais, pour attitude de remettre en cause un résultat, parce que si le pilote l'a obtenu, c'est qu'il a été le meilleur sur l'ensemble de la saison. Alors évidemment, on pouvait se poser des questions, et d'ailleurs, ici, dans ce débriefing F1, on se les a posées, on y a même répondu parfois, en disant que ça manquait évidemment un petit peu d'ampleur, tout ça, dans la deuxième moitié. C'est vrai que la voiture n'était pas au niveau, pourtant, Rubens Barrichello a démontré, lors de sa victoire, notamment à Monza, en précédant ce même Button qui avait moyen de gagner avec cette voiture-là, qu'il fallait se lâcher un petit peu. Et Button, il l'a dit, d'ailleurs, il l'a confessé avant le Brésil et encore plus après. À un moment, il a senti vraiment la pression. Il s'est dit, faut pas que je me prenne les pieds dans le tapis. En revanche, sur cette course-là, moi je dis qu'il a bien rattrapé les quelques grands prix où il a été petit bras, parce que c'est vraiment l'image qu'on peut adopter en tennis. C'est pareil, il n'a pas lâché ses coups. Là, il les a lâchés. Pourtant, défavorisé naturellement par des qualifications extrêmement difficiles compte tenu de la météo. On en dit peut-être un mot aussi. Et de 2h43 de qualification en Formule 1, moi, j'avais jamais vu ça. Énorme, Donc, avec les drapeaux rouges, les crashs, les cartons, les interruptions, les machins. Bon, il fallait un mental d'acier. Barrichello s'est infiniment mieux sorti de l'exercice puisqu'il a décroché la pole devant son public que Button qui est parti 14e. Et Button a attaqué dès le début. Résultat extraordinaire. Bon, après la petite crevaison de Barrichello à la fin, qui fait que de toute manière, Barrichello n'était que 3e, Button devait être au moins 7e pour titrer. Il fait beaucoup mieux que ça, il était 6e, et puis 5e avec le problème de Barrichello. C'est un superbe titre, pour moi c'est magnifique. Voilà. Alors justement, on reviendra peut-être un petit peu sur la course également de Rubens Barrichello, mais avant d'aller plus profond dans ce Grand Prix du Brésil, on va se tourner tout naturellement également vers Denis Chevrier. Vous le savez, Denis Chevrier, il est avec nous maintenant sur des briefings. Il a son blog, il répond à vos questions sur le forum. Eh bien, Denis, il a côtoyé Jenson Button et tout naturellement, eh bien, Jean-Luc et moi, on avait envie aussi de lui poser la question. Que pense-t-il de ce titre de Jenson Button et que pense-t-il de Jenson Button lui-même? Denis, merci d'être encore une fois fidèle à Débriefing. Alors, que pensez-vous, que penses-tu de ce titre de Jenson Button? Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de connaître Jenson Button assez nettement en avant maintenant dans sa carrière, vu que c'était en 2001 et 2002. 2001 avec l'écurie Benetton, qui recevait à ce moment le premier moteur Renault, et en 2002, au début du retour officiel de Renault. Jenson, c'est quelqu'un de propre, je dirais de propre dans son pilotage et dans son personnage. Propre dans son pilotage, ça se voit, il suffit d'avoir des caméras embarquées, il suffit de toutes ces choses-là. On voit à quel point Jenson Button est un homme qui ne brutalise pas sa voiture et qui est on va dire un styliste, c'est clair. Est-ce que c'est un grand technicien? Ce n'est pas un homme passionné de technique, mais c'est un très grand sportif. Et ce très grand sportif, on le retrouve dans son comportement humain. C'est un homme qui, de toute sa carrière, et Dieu sait s'il a traversé des écuries difficiles, qui ont traversé des passes difficiles en manque de performance, jamais cet homme-là ne s'est penché à l'extérieur de l'écurie sur ses problèmes, jamais il n'a lancé des critiques acides ou peu productives à l'intérieur de l'équipe dans laquelle il a vécu, en tout cas moi pour les 2 années que j'ai pu voir avec lui. Donc c'est un homme qui est d'une propreté, et je dirais que ce qui me fait très plaisir pour lui aujourd'hui, c'est que c'est un grand sportif et il a traversé des périodes difficiles et il est récompensé aujourd'hui. Donc ça montre, je dirais, à quel point, eh bien, il faut être très humble, il faut surtout faire preuve de beaucoup d'approche quand on critique un pilote, quand on dit celui-là, tout d'un coup, on décide qu'il n'est plus dans le coup. Eh bien, c'est pas vrai, parce que ce pilote, comme beaucoup d'autres en Formule 1, eh bien, sont des champions potentiels si les choses viennent bien aller dans le bon sens pour eux. Donc Jenson nous le montre aujourd'hui, et je me réjouis pour lui, et en même temps, je pense à
à un de ses coéquipiers qui a été un moment, justement en 2002, qui a été Jarno Trulli et qui lui aussi est un personnage peut-être encore plus humain, plus latin, donc plus proche de nous encore. Et lui, certainement, il va pas avoir des gros regrets parce que Scott Jenson réussit aujourd'hui et de si belle façon, ben lui aussi, il aurait pu le réussir si les circonstances lui avaient été plus favorables. Donc, Jenson Button, un très beau champion, et tant mieux pour la Formule 1, parce qu'on n'est pas dans la polémique, on n'est pas dans le scandale, on est dans le sport. Allez, encore une belle opportunité de parler de Jenson Button, qui c'est vrai était l'an dernier un petit peu sous les ténoirs. La presse britannique ne parlait que de Lewis Hamilton. Il n'empêche que Jenson Button, il est là, il est champion du monde, et il faut le souligner, ça fait encore un deuxième champion du monde d'affilée pour la Grande-Bretagne. Ah oui, oui, c'est magnifique. De toute manière, Lewis Hamilton n'a pas été le dernier à venir féliciter effectivement Jenson Button. Alors, le premier, ça a été Rubens Barrichello. Justement, je réfléchissais, c'est le premier qui était au pied à côté. Et vraiment, moi, j'ai apprécié aussi l'image où on voit Barrichello revenir à la hauteur de Button, se mettre à sa hauteur et vraiment le regarder et lui dire « ça, celle-là, elle est pour toi » et vraiment, tu as été la chercher. Et c'était une très, très belle image. Je veux dire, la Formule 1 qui a été agitée, là aussi, de tout un tas d'affaires rocambolesques, pour ne pas dire pire, lamentable même, et bien là, on voit que le sport, c'est quand même, enfin je suis désolé de dire ça une nouvelle fois, mais c'est quand même un des seuls secteurs où on peut avoir des images aussi belles et aussi sincères, parce que là, Barrichello, il est chez lui, hein, il est au Brésil, il avait la pole, il avait des espoirs de décrocher, non pas le titre là, mais de garder ses chances pour le dernier Grand Prix, il perd tout, et malgré ça, il fait contre mauvaise fortune bon cœur, c'est un gentleman, et Lewis Hamilton, tu le disais il y a un instant, qui était le tenant du titre, bon, lui, il savait que c'était râpé depuis un moment, hein, mais il vient quelque part lui offrir son titre en disant bravo, t'es le plus fort, c'est toi qui le mérites. Moi j'ai trouvé ça super. J'y rajouterai d'ailleurs dans le garage Brown tous les patrons d'écurie qui se sont succédés, à commencer par Stefano Domenicali, le patron de Ferrari, humilié pratiquement cette année, hein, oui, voilà, Ferrari, de loin. c'est vrai. Eh bien, Ferrari est là et vient féliciter Brown pour le travail accompli. Bon, bien sûr, ils le connaissent bien, hein, l'oiseau, puisqu'il a quand même exercé ses talents chez Ferrari pendant de nombreuses années et qu'il n'est pas pour rien dans les 6 titres de champion du monde qui ont été accumulés là-bas. Je crois que c'est d'ailleurs le 8e titre de Ross Brown sous 3 couleurs différentes. C'est remarquable. Énorme, effectivement, Ross Brown. Alors, Rubens Barrichello, on va faire un petit hommage à notre ami LFB, qui n'est pas là avec nous ce matin, mais il s'était engagé à LFB. Il l'avait bien dit, il avait dit, vous verrez, Rubens Barrichello, il ne va pas y arriver, ça ne lui a jamais réussi le Grand Prix du Brésil. Les faits lui ont donné raison. Alors, la question de Denis Bourrier, Jean-Luc, que s'est-il passé pour Rubens Barrichello, qui fait un premier relais absolument fabuleux? Il prend la tête du Grand Prix, il s'impose devant, et puis hop, il s'arrête, il change de pneu, et puis là, on a l'impression qu'il disparaît un petit peu dans la course à la victoire. Que s'est-il passé pour Rubens Barrichello? Déjà, je salue Denis Bourrier pour ses questions. Il est toujours là, bien présent, il anime le club. Alors, oui, Barrichello, je crois qu'il a fait, on peut le dire, une barrichelade. C'est un peu l'expression, là aussi, de Stéphane Sanson. C'est-à-dire qu'il est bien parti, il y a eu le crash tout de suite, donc ça l'a un peu neutralisé à lui aussi. Il n'a pas pu instantanément prendre l'avantage qu'il aurait dû prendre. Il était parti pour 20 tours, ses adversaires pour 24 tours. Il avait donc un avantage de performance et il aurait dû se chiffrer à, allez, entre 3 et 5 dixièmes au tour. Or, neutralisation pendant 5 tours au total, donc il perd cet avantage, si on refait le calcul en sens inverse, il perd 2 secondes à 2 secondes et demie à ce moment-là, qu'il ne peut pas prendre. Et puis, peut-être après, bon, les pneus n'étaient pas optimum, il prend une avance mais pas suffisante, on l'a compris assez rapidement, et on a bien compris que le danger venait de ceux qui étaient derrière, et notamment Mark Webber, qui lui était au top, et rester en piste plus longtemps que lui. Alors après, il change de pneu et il repart au mauvais moment, au mauvais endroit, dans le paquet. Et là, il commence à être un petit peu empégué, on dirait dans le sud, dans le trafic. Et donc, il ne fait pas les performances qu'il doit aligner. Et après, c'est mort. On a bien compris qu'il y en a 2 qui sont devant, qui ne le laisseront jamais passer. C'est Mark Webber et Robert Kubica. Ceux-là, ils sont solides, ils sont rapides, plus rapides que lui, à tout moment. Donc lui, il peut faire 3e au mieux. Puis malheureusement, il a un problème de comportement. Il le dit à son ingénieur dans la radio, je sens pas, il y a un problème, il y a quelque chose. On lui dit, tu es en train de crever, tu as une crevaison lente, faut t'arrêter. Et voilà. Voilà, c'est comme ça que Rubens Barrichello n'a pas gardé toutes ses chances oui. de titre. Alors, il y a Smendes17 par le forum standf1.com qui demande si Vettel n'aurait pas dû être pénalisé pour ce qui s'est passé au départ. C'est vrai que le départ a été très confus, il y a eu pas mal d'accrochages, et puis bon, il y a eu effectivement aussi le fait que Vettel est parti loin, que Mark Webber gagne, mais aussi il y a encore une sorte de symbolique quand même, avec cette victoire acquise par Red Bull, pas forcément par celui qu'il aurait fallu pour la lutte pour le titre, c'est vrai aussi. Alors,
C'est toujours très difficile de juger à la place du collège des commissaires sportifs. Il y a déjà tellement de sanctions qui tombent et le pauvre Vettel, on le sait bien, notamment à Singapour, qui avait pris cette sanction pour 1 km/h dans la zone de stand, alors qu'on a bien compris qu'il n'allait pas plus vite. C'est qu'il a coupé un petit peu ce qui était permis et que la moyenne a donné 61 km/h au lieu de 60. Donc je crois qu'il a bien donné parce que là, ça l'a ruiné, ça a ruiné sa course et ruiné peut-être ses chances au championnat. Donc les conséquences sont absolument énormes. Bah là, ma foi, il a été rugueux, oui, mais il partait de loin. Il partait donc derrière Button, même s'il a gagné une place à cause du changement de boîte de vitesse de Tonio Liuzzi qui a été renvoyé 5 places derrière. Donc il se retrouvait 14 et 15 avec une ligne d'écart. Bon, bah ma foi, il était parti agressif en disant ça passe ou ça casse. On rappelle que le challenge de Vettel, il était simple, comme celui de Barrichello, c'était je gagne ou je me sors. Bon, il a failli sortir et emmener d'ailleurs Lewis Hamilton dans le tout premier Senna. C'était chaud bouillant. Bon, après, ça a été un peu gommé, ça, suite à l'accrochage qu'on a vu entre Sutil et Trulli. Alors là aussi, c'est rare qu'on voit Trulli dans un tel état et Sutil, qui est un garçon très calme. Il s'est fait peur. Ah oui, il s'est fait peur. Puis apparemment, il lui a pas laissé la place. Vraiment, Sutil, il a élargi, à tel point que Trulli et la Toyota s'est retrouvé dans l'herbe. Et là, bien sûr, il est parti à l'équerre, il a ramassé tout le monde et ça aurait pu être très grave. Et d'ailleurs, conséquence, Alonso, il reste aussi 3 pilotes sur un carton comme ça. Ça peut être très grave, surtout qu'on était à des vitesses de l'ordre de 230, 240 km/h. Ça fait quand même très très vite. Ouais, puis on va aussi souligner à Asman S17 que pilote rugueux également, hein, ça a été le cas de Mark Webber qui, face à Raikkonen avec son Kers, qui essayait de remonter absolument, il a aussi quand même pas mal tassé. Donc voilà, bon, il n'y a pas eu de pénalité cette fois-ci, il y en avait eu le coup d'avant. Alors un pilote qui s'est un petit peu révélé aussi durant ce Grand Prix, c'est un pilote intérimaire, hein, c'est Kobayashi. Kobayashi, il a été rugueux aussi, il a fait des dépassements, très beaux dépassements en fin de course sur Raikkonen. Il a fait aussi pas mal de résistance face à la remontée de Jenson Button. C'était une révélation, Kobayashi ? Moi, je vais plus loin. Il a gagné son baquet pour 2010 si Toyota, ce qu'on souhaite tous, continue. Parce qu'on aura la décision donc à peu près la moitié du mois de novembre, donc dans un petit mois maintenant. On saura si Toyota reste. Moi, je pense qu'ils vont rester avec un budget réduit. On sait très bien que les 2 pilotes, pour le moment, n'ont pas été confirmés. Jarno Trulli a dit qu'il attendrait de toute manière jusqu'au bout, parce qu'il est en contact avec d'autres équipes. On parle de Lotus, notamment pour lui, la nouvelle équipe Lotus. Mais il a dit qu'il attendrait la décision de Toyota, puisqu'on en gardera sûrement un des deux à titre de référence. Moi, je suis certain que Kobayashi, d'ailleurs, il n'y a qu'à prendre en référence les commentaires des responsables de Toyota qui sont absolument élogieux à juste titre. Moi, Kobayashi, il m'a bluffé, même la résistance par rapport à Button, etc. On peut dire qu'il était totalement décomplexé. Il est rapide. C'était pas évident dans une course avec de gros enjeux comme ça. Il s'est montré rugueux, comme tu dis, mais correct. Il n'y a pas eu de coup de vache. Ça a été nickel. Moi, il m'a convaincu. Je veux dire, il a le talent pour figurer sur les grilles. Et à mon avis, en plus, il est japonais. Donc, je le vois très bien figurer au départ en 2010. Alors, un petit aparté là-dessus. Il n'a pas forcément fait de miracle en GP2. Est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une F1, c'est plus facile à conduire qu'une GP2? C'est très curieux, ça. Tu as raison de le souligner. Parce qu'en GP2 Asia, qui est très court, là, il est premier, 2 victoires. Mais alors, en GP2 normal, il est dans les choux, je crois qu'il est 17e, donc il n'a pas, effectivement, c'est un petit peu curieux. C'est vrai que le GP2, on va attendre de voir ce que vaut Nico Hülkenberg dès la saison prochaine chez Williams, si je ne m'abuse, donc on va voir ce que ça donne. Non, le GP2 est une très très belle école, mais pour autant, c'est vrai que c'est pas un juge de paix absolu, et puis je te citerai un certain nombre de pilotes. J'aime bien citer Jacques Villeneuve, je dis bien, parce que lui n'a pas révélé de talent extraordinaire avant d'arriver en Formule 1. Il y a des pilotes qui ont besoin de machines très puissantes, de machines très rapides pour démontrer qu'ils ont quelque chose en plus. Ce quelque chose, comme on dit avec Patrick Tambay, c'est d'être solidement équipé et d'avoir beaucoup de courage. Voilà. Et ça, il faut des grosses voitures pour aller très vite. Voilà, c'est comme courage. Exactement. Alors, on va aborder un petit côté politique maintenant, parce qu'il y a eu un sondage dont tu as parlé aussi pas mal, du côté de la FFSA, du côté de la FFM. Les Français aiment le sport automobile ou mécanique, en tout cas dans son sens large. Pour autant, on parle du Grand Prix de Pau suspendu, et puis on est toujours sans nouvelles du Grand Prix de France. Alors, c'est JM30 qui pose la question. Alors, que penser de ces sondages qui sont favorables au sport mécanique? Et à côté de ça, c'est toujours difficile d'organiser
organiser le sport mécanique en France? Bah, écoute, là je crois qu'il faut pousser un véritable coup de gueule. Là je crois que c'est notre rôle à nous, médias. On nous reproche parfois d'être un peu empêtrés parce qu'on sait des choses et on ne les dit pas. Là moi je pense qu'aujourd'hui, véritablement, il faut organiser la défense des sports mécaniques. On a des arguments pour le faire, là même en termes électoraux, puisqu'un homme politique, ça c'est un langage qui lui parle. Maintenant il faut se regrouper, il faut réagir. Bernie Ecclestone, qui dit beaucoup d'âneries, mais là il n'en a pas dit une, il a dit qu'en France c'était compliqué d'organiser. Je dirais que c'est un euphémisme, malheureusement, dans ce pays. On a la chance d'avoir un Premier ministre passionné de sport mécanique. Ça va sûrement pas lui faire plaisir que je le rappelle, mais c'est quand même le cas, dont le frère, Pierre Fillon, est donc vice-président de l'ACO. Il connaît bien, il pratique lui-même presque en cachette. Ouh là là, mon Dieu, aujourd'hui, c'est horrible d'être passionné de sport mécanique. On a un autre ministre qui a été pilote de Grand Prix moto, qui s'appelle Christian Estrosi, rien moins. Bon, on a deux, normalement, porte-étendards de talent. Nom d'un chien, c'est pas une honte d'aimer les sports mécaniques. Alors maintenant, il va falloir qu'au plus haut niveau politiquement, eh bien, on se décide. On a vu les deux projets totalement en opposition, avec Flins d'un côté, soutenu par la droite, on y va franchement, et Val-de-France de l'autre côté, Sarcelles, soutenu par la gauche. Bon, ça n'avance pas. Maintenant, il y a des circuits en France et des beaux. Magny-Cours, Bernie n'en veut pas. Il y a le Ricard. Tu veux que je la ressorte? Eh bien, c'est le Ricard, sinon rien. Maintenant, il faut se mettre tous derrière le Paul Ricard et il faut avancer, nom d'un chien. Et il faut un Grand Prix de France. Voilà. Et vite, parce que vite, 2010, c'est râpé. Donc, c'est 2011. Oui, donc, c'est maintenant. Il faut jamais, loin des yeux, loin du cœur, comme l'on dit. Et n'oublions pas, je rajouterai juste une chose, Jean-Luc. On a un pilote, Sébastien Loeb, 5 fois champion du monde des rallyes, peut-être 6. Et puis, nos 3 constructeurs qui sont impliqués dans le sport automobile. Il n'y a pas beaucoup de pays où les 3 constructeurs sont impliqués dans le sport automobile. Alors, effectivement, on arrête de plaisanter. Il faut brandir l'étendard de la révolte. On essaie de nous égorger, mais on ne se laissera pas faire. Voilà. C'est ça. Restons un petit peu politique, parce que tu as eu la chance la semaine dernière à Monaco, à l'occasion du Sportel, de rencontrer les deux prétendants à la succession de Max Mosley, que sont Jean Todt et Harry Vatanen. D'ailleurs, vous savez, vous l'avez lu, vous avez écouté les vidéos sur Internet, des interviews de Jean-Luc. Si vous ne l'avez pas fait, vous êtes puni au point. Il faut y aller maintenant. Voilà. Non, après débriefing. Voilà. Bon, il faut le faire, il faut lire, et il faut écouter, ce que disent nos Jean Todt comme Harry Vatanen, qui rue un petit peu dans les brancards d'ailleurs, parce que c'est un petit peu la question d'Ouguezé. Max Mosley, il a un peu donné Jean Todt comme son favori, et Harry Vatanen, lui, il n'apprécie pas du tout qu'on ait que ça donne l'impression comme ça de déjà désigner son successeur avant même une élection. C'est clair. Alors là, la situation est délicate. Moi, je me garderai de prendre parti. Honnêtement, ça n'est pas notre rôle, là, pour le coup. Chacun a des arguments. Si vous écoutez donc l'intégralité de ces entretiens, vous comprendrez mieux la personnalité de chacun et son programme. On a bien compris que Jean Todt se place dans la continuité de Max Mosley, qui le soutient, même s'il a évidemment des améliorations, et on l'espère, à apporter, et il y en a de nombreuses, alors qu'à l'inverse, Harry Vatanen se place dans une stratégie de rupture, de clarté, de transparence, qui n'a pas été toujours le cas, il faut bien le dire, du côté de la FIA. Alors, ça va tellement loin qu'effectivement, Harry Vatanen a engagé une action en justice devant la justice française, puisque la FIA siège place de la Concorde à Paris et donc est soumis aux lois françaises sur la manière dont ce genre on va dire de vote doit être organisé. Alors, la FIA réplique mollement d'ailleurs en disant « Oh, mais on a déjà des règles plus dures que celles qu'Harry Vatanen veut nous imposer ». Peut-être, certes. En tout cas, on fait référence également à des appels téléphoniques qui auraient été lancés pour faire pression sur un certain nombre de votants. De mémoire aussi, il y a 135 personnes, représentants qui vont voter. Donc c'est une manœuvre très importante. Alors on y va clairement, je pensais moi aussi que Jean Todt avait un certain avantage, une certaine avance, ne serait-ce que parce qu'il était adoubé par Max Mosley. Je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup de suspense. Et j'allais dire la tension, voire même l'inquiétude que j'ai pu lire dans le regard et dans les attitudes de l'un et de l'autre me confirme dans cette opinion. Il peut y avoir des surprises jusqu'au bout et les deux le savent. On rappelle l'élection le 23 octobre, pas de problème, vous aurez bien évidemment tous les résultats de cette élection sur notre site internet www.motorstv.com. On va quitter ce débriefing sur cette possible, en tout cas non, sur cette future élection du futur président de la FIA. Nous on se retrouvera la semaine prochaine, bien évidemment, pour préparer le dernier Grand Prix de la saison, parce que comme l'a dit Jean-Luc,
Le Brésil n'était pas cette année le dernier Grand Prix de l'année. Il va y avoir Abu Dhabi avec un départ de jour, une arrivée de nuit, dans un nouvel écran hein, pour la F1. On verra cela dès la semaine prochaine pour un nouveau débriefing. Et on pourra peut-être fêter le titre de Sébastien Loeb et Daniel Elena, sait-on jamais. On en Et reparlera, voilà, on ne pourra pas s'empêcher d'en dire un On mot. en reparlera Voilà. également. Salut à Bonne tous. semaine à tous. Ciao.